Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Oui, mes aïeux, quelle époque. Une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez, qu'on retrouve dans un instant. Et maintenant, c'est à vous, Philippe Charlier, notre médecin légiste de l'histoire. Alors, ça s'est passé dans le passé. On remonte en 1660, quand un certain Oliver Cromwell a perdu la tête après avoir perdu la vie. Et oui, Oliver Cromwell n'a pas laissé un souvenir impérissable dans l'histoire anglaise, c'est le moins qu'on puisse dire. On est en janvier 1649. Oliver Cromwell mène la révolution en Angleterre, il abolit la Chambre des Lords et il renverse le roi Charles Ier. Il en a bien profité jusqu'à son décès, le 3 septembre 1658, de sa belle mort. Mais alors, comment a-t-il perdu la tête ? Eh bien, tout est resté calme, tranquille et serein pendant 2 ans. Car en 1660, c'est la Restauration. Charles II, le fils de Charles Ier, reprend le pouvoir et s'attaque au régicide. Les criminels sont retrouvés, jugés, assez sommairement, traînés dans la rue, pendus, éviscérés vivants, découpés en morceaux, répartis un peu partout dans la ville, bref, éparpillés façon puzzle, mais il fallait être exemplaire et même les morts furent jugés. Et parmi eux, Olivier Cromwell. Le 28 janvier 1661, on procède à l'exhumation du Lord Protecteur. Et avec d'autres traîtres, eh bien, il va être transporté jusqu'au gibet pour y être exécuté post-mortem. Au beau milieu de l'après-midi, les cadavres secs, noircis par le bitume des soins d'embaumement, sont dressés, ligotés, puis pendus haut et court. Cromwell vient de mourir une seconde fois, cette fois par la justice des hommes. Et la tête ? On y vient, Jean-Luc. À la suite de la pendaison, Cromwell, décidément de plus en plus mort, est décapité. Et sa tête fait l'objet d'une bastonnade en règle. Puis on l'empale sur une pique longue de près de 6 mètres qu'on est allé placer devant l'entrée de Westminster Hall pour que nul n'ignore ce qu'on fait en Angleterre des régicides. Et le corps, me direz-vous ? Aucune idée de ce qu'il advint. Pour certains, Marie, la fille de Cromwell, l'aurait discrètement subtilisé, ce qui paraît assez incohérent avec la faisabilité historique, et elle l'aurait enterré dans la propriété de son époux. Ce qui est plus vraisemblable, c'est que le cadavre acéphale est fini précipité dans les égouts ou dans la Tamise, comme n'importe quel détritus encombrant. Mais la tête, me direz-vous ? Mais oui, la tête, on vous dit. C'est quand même dingue, ça fait 3 minutes. Je vois que ça vous intéresse. Eh bien, elle va connaître une suite d'aventures assez rocambolesques. Toujours en haut de sa pique, elle tombe au sol en 1689 à l'occasion d'une forte tempête. Et elle est récupérée par une sentinelle qui la cache chez lui, la dissimulant dans sa cheminée. Ce qui va, au passage, favoriser sa conservation ultérieure par un petit phénomène de fumage, comme avec le saumon ou le jambon de Parme ou d'Aoste. Il va la garder longtemps, malgré la population londonienne qui s'émeut de la disparition de la relique. Elle réapparaît en 1710, chez un collectionneur de curiosités franco-suisse, un certain Claudius Dupuy, qui l'expose dans son musée privé à Londres. En 1738, Dupuy meurt et son musée avec lui. La tête réapparaît dans les mains d'un acteur alcoolique, Simon Russell, quelques décennies plus tard, une sorte de vieux souvenir historique un peu glauque. Elle est ensuite achetée par un certain Cox, permettant à Russell d'éponger ses dettes. Les 3 frères Hughes la rachètent alors pour l'exposer dans une sorte de petit musée centré autour du personnage de Cromwell. On est en 1799, plus de 100 ans après son exécution post-mortem. Et la tête se maintient encore dans un relatif bon état. Les traces de la décapitation, de l'empalement et de l'embaumement sont encore bien visibles, mais le doute s'est installé quant à l'authenticité des restes. S'agit-il vraiment du Lord Protecteur ? Ne pourrait-ce être quelqu'un d'autre ? C'est un peu la tête maudite, du coup. Oui, c'est ça, plus personne n'en veut, et c'est presque à se demander si elle ne porterait pas un peu malheur. Alors on la propose à Sir Joseph Banks, qui refuse avec ce trait d'humour tout britannique. Pardonnez-moi de ne pas vouloir observer les risques d'un vil et ancien républicain. Mentionner simplement son nom me fait bouillir le sang d'indignation. En 1915, la tête est vendue à un certain Josiah Henry Wilkinson, qui la place dans la salle à manger. En 1957, Wilkinson meurt. Il transmet la tête en héritage à son fils. Celui-ci se refuse à la conserver. Il prend attache avec le Sydney Sussex College, qui l'enterre dans un lieu tenu secret, le 25 mars 1960. Mais l'affaire n'est rendue publique que 2 ans plus tard, par crainte du scandale. Mais si par hasard vous voulez voir le véritable visage de Cromwell, ça n'est plus sur cette tête passablement abîmée qu'il faut se pencher. C'est sur son masque mortuaire conservé et présenté au château de Warwick qu'il faut regarder. Les yeux clos, les lèvres pincées, la barbe et la moustache, on dirait qu'il dort profondément, sans savoir ce que les Anglais vont bientôt faire
avec sa tête. Merci beaucoup Philippe, mes aïeux, quelle époque. Dans un instant, c'est le début de la fin, le début tout court, mais avant de partir, on remonte aux origines avec David Cassel-Lopez et son canon de Pachelbel.